Le souffle brûlant de L étalon noir contre sa paume fait frémir Sophie, tandis que le visage du vendeur se décompose d'incrédulité. Dans ce contact interdit qui défie son pari de 5000 €, une guerre silencieuse vient d'être déclarée entre une fillette déterminée et un homme prêt à tout pour maintenir son empire de cruauté. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le marché aux chevaux de Saint-Étienne-du-Rouvray était en effervescence ce samedi matin. Les éleveurs et commerçants de toute la Normandie-Est étaient donnés rendez-vous pour le plus grand événement équestre de la saison. L'air était chargé d'odeurs de foin, de cuir et de cette tension particulière qui précède les grandes ventes. Sophie Moreau, 12 ans, se faufilait entre les adultes, son corps mince et agile trouvant facilement son chemin dans la foule. Ses yeux d'un bleu profond, héritage de sa mère, scrutaient chaque enclos avec une attention que peu d'enfants de son âge pouvaient maintenir. « Sophie, ne t'éloigne pas trop !» appela Mathilde Moreau, sa mère, qui peinait à suivre sa fille dans cette marée humaine. « Juste un instant, maman », répondit Sophie, sans détourner son regard des chevaux. « Je veux voir les nouveaux arrivants. La famille Moreau-N était pas venue pour acheter. Avec la petite ferme qui peinait à être rentable depuis l'accident de Pierre, le père de Sophie, ils pouvaient à peine se permettre de nourrir leurs 2 vieux chevaux de trait. Mais Sophie ne manquait jamais une occasion d'être près des équidés. C'était comme si un lien invisible la connectait à ces animaux majestueux, un don qu'elle avait hérité de son grand-père, Henri, décédé 3 ans auparavant. Henri Moreau avait été l'un des plus grands dresseurs de chevaux de la région. On disait qu'il pouvait calmer le plus sauvage des étalons avec quelques mots murmurés dans un dialecte ancien que lui avait enseigné son propre père. Sophie avait été son ombre pendant des années, absorbant ses connaissances comme une éponge, jusqu'à ce qu'une crise cardiaque l'emporte une nuit d'hiver. Soudain, une clameur éleva de l'autre côté du marché. Sophie se tourna vers le bruit, sa curiosité piquée. « Qu'est-ce qui se passe là-bas » demanda-t-elle à un garçon de écurie qui passait. « C'est Marcel Dubois » répondit-il avec un mélange de respect et de méfiance. « Il a amené Tonnerre » le nom fit frémir Sophie. Tout le monde dans le milieu équestre de la région avait entendu parler de Tonnerre, un étalon noir comme la nuit, aussi beau que dangereux. On racontait qu'il avait envoyé 3 dresseurs à l'hôpital et que même Marcel Dubois, son propriétaire et l'un des marchands de chevaux les plus renommés et arrogants de France, ne pouvait le monter. Sans hésiter, Sophie se dirigea vers l'attroupement, ignorant l'appel de sa mère. Elle se fraya un chemin jusqu'au premier rang et resta bouche bée devant le spectacle. Dans un enclos renforcé se tenait la créature la plus magnifique qu'elle ait jamais vue. Elle, les talons noirs, se cabrait, ses sabots fendant l'air comme des armes, sa crinière volant autour de sa tête, telle une couronne d'ébène. Ses yeux brillaient d'une intelligence farouche et d'une méfiance absolue. À côté de l'enclos se tenait Marcel Dubois, un homme dans la cinquantaine, au visage buriné par le soleil et aux yeux calculateurs. Il arborait un costume coûteux qui jurait avec l'environnement rustique du marché et son sourire suffisant révélait des dents trop blanches pour être naturelles. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il d'une voix qui portait loin, habitué à dominer les enchères, « voici Tonnerre, le plus bel étalon de pure race espagnole que vous verrez jamais. Regarde-moi cette ligne, cette puissance. » Elle, étalon, comme pour appuyer ses propos, se cabra à nouveau, arrachant des murmures admiratifs à la foule. « Mais attention !» poursuivit Dubois avec un sourire carnassier, « ce n'est pas un cheval pour les faibles ou les amateurs. Tonnerre a du caractère, du feu dans les veines. C'est pourquoi je le propose à un prix exceptionnel, 20 000 €. » Des sifflements fusèrent dans la foule. Était une somme astronomique pour la plupart des gens présents. « C'est du vol !» lança un éleveur local.
Personne ne peut monter cette bête. Dubois haussa les épaules avec une nonchalance étudiée. Je ne vends pas un poney de cirque, mon ami. Je vends de la puissance, de la lignée, de la perfection. Il fit une pause théâtrale avant d'ajouter « Mais pour prouver ma bonne foi, je fais une offre spéciale. 5 000 € à celui ou celle qui pourra ne serait-ce qu'approcher Tonnerre et le toucher sans se faire piétiner. » Ce magnifique animal a rejeté tous les dresseurs de 3 départements. La déclaration suscita des rires nerveux. Personne ne semblait prêt à risquer sa vie pour cette somme, aussi tentante soit-elle. Sophie, elle, ne pouvait détacher son regard de l'étalon. Au-delà de sa fureur apparente, elle voyait autre chose dans ses yeux, quelque chose que son grand-père lui avait appris à reconnaître, de la peur. Tonnerre n'était pas méchant, il était terrifié. « Je peux le faire », dit-elle soudain, sa voix claire, portant étrangement dans le silence qui s'était installé. Tous les regards se tournèrent vers elle. Mathilde, qui venait de rejoindre sa fille, posa une main protectrice sur son épaule. « Sophie, non !» murmura-t-elle. « C'est dangereux. » Mais Dubois avait entendu. Son sourire élargi, moqueur et condescendant. « Ah bien, eh bien, dit-il en s'approchant de Sophie. Qu'avons-nous là? Une petite dresseuse en herbe. » Il se pencha vers elle, son parfum coûteux l'enveloppant comme un nuage toxique. « Tu es mignonne, petite, mais Tonnerre n'est pas un jouet. » Sophie soutint son regard sans ciller. « Mon grand-père était Henri Moreau, » dit-elle simplement. Le nom sembla faire mouche. Le sourire de Dubois vacilla légèrement avant de revenir, plus forcé. Henri Moreau, intéressant, il se redressa, semblant réfléchir. Puis, avec un haussement d'épaules théâtral, pourquoi pas, ça pourrait amuser la galerie, si la petite fille d'Henri Moreau pense pouvoir dompter l'indomptable. Il se tourna vers la foule, les bras écartés comme un impresario. « Mesdames et messieurs, il semble que nous ayons une volontaire. » Et ainsi, sans vraiment comprendre comment, Sophie se retrouva au centre de l'attention, face à un défi qui pourrait changer le destin de sa famille ou lui coûter bien plus cher. Un murmure parcourut la foule, tandis que Sophie se dirigeait vers la barrière de l'enclos. Des rires étouffés se mêlaient aux chuchotements inquiets. Personne ne croyait qu'une fillette de 12 ans puisse accomplir ce que des hommes expérimentés avaient échoué à faire. « Sophie, je t'en prie, » supplia Mathilde en rattrapant sa fille par le bras. Son visage était pâle d'inquiétude, ses yeux emplis de terreur. « Cet animal est dangereux. Ton père me tuerait s'il savait que je t'ai laissé faire ça. » Sophie se tourna vers sa mère, une détermination tranquille brillant dans son regard. « Papa a besoin de cet argent pour son opération, maman. 5 000 €. Tu sais ce que ça représente pour nous. » Mathilde secoua la tête, déchirée entre la peur pour sa fille et la vérité de ses paroles. L'accident de Pierre, 3 ans plus tôt, l'avait laissée avec une jambe mal remise qui nécessitait une intervention coûteuse, une intervention que leur modeste assurance refusait de couvrir. « Il y a d'autres moyens, » insista-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Fais-moi confiance, » murmura Sophie en serrant la main de sa mère. « Grand-père m'a tout appris. » Marcel Dubois observait cet échange avec un amusement non dissimulé. Il s'approcha, suivi de 2 assistants à l'air inquiet. « Ah, la scène est touchante, » commenta-t-il avec une fausse sympathie, « mais nous avons un spectacle à offrir. » Il se tourna vers la foule, haussant la voix. « Alors, qui parie que notre petite Amazone tiendra plus de 30 secondes face à Tonnerre ?» Des voix s'élevèrent, principalement des parieurs misant contre Sophie. L'atmosphère était transformée, prenant des allures de cirque romain. Dubois savourait visiblement son rôle d'empereur, décidant du sort d'un gladiateur improbable. « Vous ne devriez pas encourager ça », intervint un vieil homme aux traits burinés, que Sophie reconnut comme étant Lucien Mercier, un ami de son grand-père. « Ce n'est qu'une enfant. C'est elle qui s'est portée volontaire, » répliqua Dubois avec un haussement d'épaule. «
Mais puis, mes hommes interviendront si ça tourne mal. Il tapota l'épaule de Sophie avec une condescendance à peine voilée. « N'est-ce pas, ma petite? Tu peux toujours renoncer. »« Je suis prête, » affirma Sophie, ignorant délibérément sa tentative d'intimidation. L'un des assistants ouvrit une petite porte latérale de l'enclos. Sophie s'apprêtait à entrer quand Dubois la retint une dernière fois. « Une dernière chose, » dit-il, son sourire se élargissant. « Je veux des témoins. » Il désigna 2 hommes dans la foule. « Vous et vous, approchez. Vérifiez qu'elle n'a pas de sucre ou quoi que ce soit pour attirer l'animal. » Les hommes s'exécutèrent, embarrassés, vérifiant maladroitement les poches de la veste de Sophie. Elle se laissa faire, le regard fixé sur Tonnerre qui s'agitait à l'autre bout de l'enclos, alerté par cette agitation inhabituelle. « Satisfait ?» demanda-t-elle quand ils eurent terminé. Dubois inclina la tête avec une élégance forcée. « Impressionne-nous, petite Moreau !» Sophie prit une profonde inspiration et franchit la porte. Le bruit métallique de la barrière se refermant derrière elle résonna comme un glas. La foule retint son souffle. Tonnerre, qui s'était momentanément calmé, remarqua immédiatement l'intrusion. Ses oreilles se plaquèrent en arrière, ses naseaux se dilatèrent. D'un coup, il se cabra, ses sabots battant l'air dangereusement, avant de retomber lourdement sur le sol. La terre trembla sous ses pieds puissants. 10 secondes, annonça Dubois assez fort pour que tout le monde l'entende, déclenchant des rires nerveux dans l'assistance. Sophie ne bougea pas. Elle se tenait parfaitement immobile au bord de l'enclos, les bras le long du corps, la tête légèrement baissée pour ne pas fixer directement les étalons. Elle savait que le regarder dans les yeux serait perçu comme un défi, une agression. 15 secondes, continua Dubois, son amusement de plus en plus évident. Lentement, très lentement, Sophie commença à chantonner. Ce n'était pas une mélodie ordinaire, mais une sorte de mélopée dans un dialecte ancien, presque oublié, un chant que son grand-père lui avait enseigné, transmis de génération en génération depuis des temps immémoriaux. Les notes S élevaient doucement, à peine audibles pour la foule, mais clairement perceptibles pour Tonnerre. Les oreilles de elle étalons se redressèrent, attentives. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» murmura quelqu'un dans la foule. Sophie continua son chant, sa voix gagnant légèrement en volume. C était une prière, une invitation, un appel à la confiance mutuelle. Les mots n'avaient pas d'importance. C était le rythme, la mélodie qui parlait directement à l'instinct animal, contournant la peur pour atteindre quelque chose de plus profond. Tonnerre hennit, frappa le sol de son sabot, mais ne chargea pas. Son corps massif tremblait d'une énergie contenue, comme s'il était déchiré entre sa méfiance naturelle et une curiosité nouvelle. 30 secondes, annonça Dubois, une pointe d'incertitude se glissant dans sa voix. Sophie fit un pas en avant, puis un autre. Chaque mouvement était mesuré, fluide, presque imperceptible. Elle ne cessait pas son chant, maintenant un contact visuel périphérique avec elle, étalon sans jamais le défier directement. Tonnerre recula légèrement, secouant sa tête majestueuse. La foule collective émit un son, mi-soupir, mi-exclamation, quand Sophie franchit le milieu de l'enclos. Elle était maintenant à portée de charge de l'animal. « C'est de la folie », murmura Mathilde, ses mains crispées sur la barrière jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Marcel Dubois avait cessé son décompte. Son sourire s'était figé en un rictus incertain. Ce qui devait être une plaisanterie cruelle, une démonstration de sa supériorité et de l'impossibilité de dompter son étalon, prenait une tournure inattendue. Sophie s'arrêta à 5 mètres de Tonnerre. Doucement, sans geste brusque, elle tendit sa main droite, paume vers le haut, une invitation, pas une menace. Elle, étalon noir, hennit à nouveau, plus doucement cette fois. Il piaffa, créant un nuage de poussière autour de ses jambes puissantes. Ses yeux, d'un brun profond presque noir, ne quittaient pas Sophie. Dans ses yeux, elle voyait toujours la peur, mais aussi autre chose maintenant,
Une lueur d'intérêt, peut-être même le début d'une connexion. « Viens », murmura-t-elle, abandonnant le chant ancien pour des mots simples. « Viens, mon beau, je ne te ferai pas de mal. » Le temps sembla se suspendre. L'enclos, la foule, Dubois, sa mère, tout disparut pour Sophie. Il n'y avait plus qu'elle et Tonnerre, enfermés dans une bulle de compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Elle, étalon, fit un pas vers elle, puis un autre. La foule retint collectivement son souffle. Tonnerre s'arrêta à 1 mètre de Sophie, son souffle chaud caressant la main tendue de la jeune fille. Un dernier instant d'hésitation, un moment où tout pouvait encore basculer. Puis, dans un geste qui arracha un hoquet de surprise à la foule, Tonnerre abaissa sa tête majestueuse et effleura la paume de Sophie de ses naseaux veloutés. Le contact était léger comme une plume, presque imperceptible, mais il représentait une victoire monumentale, un pacte silencieux entre l'enfant et la bête. Sophie ne bougea pas, laissant elle et Talon explorer sa main, s'imprégner de son odeur. Elle sentait son souffle chaud et humide, le frémissement de ses naseaux contre sa peau. Une vague de pure joie la submergea, mais elle se garda bien de l'exprimer. Maintenant sa posture calme et ouverte. « C'est impossible », murmura Marcel Dubois, son visage habituellement sûr de lui, maintenant déformé par l'incrédulité. Autour de l'enclos, le silence était total, presque religieux. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter, comme pour honorer ce moment sacré. Puis, lentement, des murmures de émerveillement commencèrent à s'élever, se transformant progressivement en applaudissements spontanés. Encouragée par cette première victoire, Sophie fit quelque chose que personne n'aurait cru possible quelques minutes plus tôt. Avec des gestes d'une lenteur délibérée, elle leva sa main libre et l'approcha du front de Tonnerre, juste sous sa crinière ébène. Elle, étalon, tressaillit légèrement, mais ne recula pas. « C'est bien », chuchota-t-elle, ses lèvres formant à peine les mots. « Tu es magnifique, tu le sais ça !» Ses doigts entrèrent en contact avec le pelage soyeux, sentant sous sa paume la chaleur de la vie, la puissance contenue. Tonnerre ferma les yeux à demi, comme s'il savourait ce contact si longtemps évité. Dans la foule, Mathilde pleurait silencieusement, ses larmes traçant des sillons sur ses joues. Lucien Mercier, l'ami du grand-père, hochait la tête avec un mélange de fierté et de nostalgie. « Henri serait tellement fier », dit-il doucement. Marcel Dubois, lui, avait perdu toute trace de son arrogance habituelle. Son visage passait par toute une gamme d'émotions, choc, incrédulité, puis finalement une colère sourde qui assombrissait ses traits. Sophie était inconsciente de tout cela. Son monde était réduit à cet échange silencieux avec Tonnerre. Lentement, elle commença à caresser son encolure puissante, sentant sous ses doigts les muscles tendus qui se relâchaient progressivement. « Tu n'es pas méchant », murmura-t-elle. « Tu as juste peur. »« Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon beau ?» Comme s'il comprenait sa question, Tonnerre émit un hennissement doux, presque un gémissement. Sophie remarqua alors ce que la distance et l'agitation de l'animal avaient masqué jusque-là. Une longue cicatrice sur son flanc, partiellement cachée par sa robe noire. « Oh !» souffla-t-elle, effleurant la marque du bout des doigts. « C'est pour ça. » L'animal frémit sous son toucher, mais ne écarta pas. Il y avait maintenant une confiance naissante entre eux, fragile mais réelle. « Ça suffit !» La voix de Marcel Dubois claqua comme un fouet, brisant la magie de l'instant. Le défi était de toucher le cheval, pas de passer la journée à le caresser. Sophie se tourna vers lui, surprise par cette interruption brutale. Dubois se tenait maintenant à l'entrée de l'enclos, son visage durci par la contrariété. Derrière lui, la foule protestait, visiblement mécontente de cette intervention. « Laissez-la finir !» cria quelqu'un. « C'est un miracle ce qu'elle fait !» ajouta une autre voix. Mais Dubois restait sourd à ses appels. « Je reconnais que tu as gagné le pari, petite.
concéda-t-il avec une réticence évidente. « Viens chercher ton argent et laisse mon cheval tranquille. » Sophie hésita, son regard allant de Tonnerre à Dubois. L'étalon avait senti le changement d'atmosphère et commençait à s'agiter à nouveau, ses oreilles se couchant en signe de méfiance. « Je ne peux pas le laisser comme ça, » dit-elle doucement. « Il va redevenir agité. »« Ce n'est pas ton problème, » répliqua sèchement Dubois. « Je n'ai pas besoin d'une gamine pour me dire comment gérer mes chevaux. » La dureté de sa voix fit broncher Tonnerre, qui recula de quelques pas, rompant le contact avec Sophie. La jeune fille sentit son cœur se serrer devant cette rupture de la confiance qu'elle avait si patiemment construite. « Sophie » appela sa mère depuis l'extérieur de l'enclos. « Viens, ma chérie, tu as réussi, c'est l'essentiel. » À contre-cœur, Sophie commença à reculer vers la sortie, ses yeux ne quittant pas ceux de Tonnerre. « Je reviendrai » murmura-t-elle, espérant que d'une façon ou d'une autre, l'animal comprendrait sa promesse. En franchissant la barrière, elle fut immédiatement entourée par une foule enthousiaste. Des mains se tendaient pour la féliciter, des voix s'élevaient pour louer son courage et son don. Mathilde l'enveloppa dans une étreinte féroce, tremblante encore de l'émotion et de la peur qu'elle avait ressentie. « Ne me refais jamais ça !» chuchota-t-elle à l'oreille de sa fille. Marcel Dubois, lui, restait en retrait, son regard calculateur allant de Sophie à Tonnerre. Elle, étalon S, était retirée au fond de l'enclos, mais il gardait sa tête tournée vers la jeune fille, comme s'il ressentait encore le lien qu'ils avaient brièvement partagé. « Ton argent !» dit finalement Dubois, tendant une enveloppe à Sophie avec une raideur qui trahissait sa contrariété. « 5 000 €, comme promis. » Sophie prit l'enveloppe, sentant son poids dans sa main, le poids de l'espoir pour l'opération de son père, pour l'avenir de leur ferme. « Merci », dit-elle simplement. Mais alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre sa mère, Dubois la retint par le bras, se penchant pour murmurer à son oreille « Ne t'imagine pas que ça change quoi que ce soit, petite Moreau. Tonnerre reste mon cheval, et il vaut bien plus que ces quelques milliers d'euros. » Son ton était léger, presque cordial, mais ses yeux racontaient une autre histoire, une histoire de fierté blessée et de quelque chose de plus sombre, plus calculateur. Le soleil commençait à décliner quand Sophie et sa mère quittèrent le marché aux chevaux. L'enveloppe contenant les 5 000 € était soigneusement rangée dans le sac de Mathilde, qui gardait une main protectrice sur son contenu. Pour la famille Moreau, cette somme représentait bien plus que de l'argent. C'est était un espoir renouvelé, une chance pour Pierre de retrouver sa mobilité. « Je n'arrive toujours pas à croire ce que tu as fait », dit Mathilde en aidant Sophie à monter dans leur vieille Renault Clio. « Ton grand-père t'a vraiment tout transmis. » Sophie sourit, mais son esprit était ailleurs, encore dans cet enclos avec Tonnerre. Le contact de ses naseaux contre sa paume, la chaleur de son souffle, la confiance fragile qui s'était établie entre eux, tout cela lui semblait maintenant comme un rêve éveillé. « Oh, de maman !» commença-t-elle alors que la voiture s'engageait sur la route sinueuse qui menait à leur ferme. « Tu as vu sa cicatrice ?» Mathilde fronça les sourcils, concentrée sur la conduite. « Quelle cicatrice ?» Sur le flanc de Tonnerre, elle était longue et... Sophie hésita, cherchant les mots justes. « Je crois qu'on l'a maltraité. » Sa mère soupira. « Ce Marcel Dubois n'a pas l'air d'être le genre d'homme à traiter ses animaux avec gentillesse. » Mais Sophie, elle jeta un coup d'œil à sa fille. « Ce n'est pas notre problème. Nous avons l'argent maintenant. Concentrons-nous sur ton père. » Sophie hocha la tête, mais le nœud dans sa poitrine ne se desserrait pas. Elle avait fait une promesse silencieuse à Tonnerre, une promesse qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Quand elles arrivèrent à la ferme, Pierre les attendait sur le porche, appuyé sur sa canne. Son visage éclaira en voyant la voiture, mais sa joie fut vite remplacée par l'inquiétude quand Mathilde lui raconta les événements de la journée. « Tu as fait quoi ?» s'exclama-t-il,
son regard passant de sa femme à sa fille avec incrédulité. « Tu as laissé notre fille de 12 ans entrer dans un enclos avec un étalon sauvage ?»« Je n'ai pas laissé, » se défendit Mathilde. « Elle y est allée avant que je puisse l'arrêter. »« Et regarde-la, elle est indemne !» Pierre se tourna vers Sophie, sa colère mêlée d'une fierté qu'il s'efforçait de dissimuler. « C était incroyablement dangereux, Sophie. Tu aurais pu être gravement blessée, ou pire. » « Mais je ne l'ai pas été, » répondit doucement Sophie. « Et maintenant, nous avons l'argent pour ton opération. » Pierre ferma les yeux un instant, visiblement tiraillé entre gratitude et inquiétude. « Ce n'est pas à toi de nous sauver, ma chérie, c'est à nous de te protéger. Nous sommes une famille, » insista Sophie. « Nous nous entraidons. » Un silence s'installa, chargé d'émotions contradictoires. Finalement, Pierre ouvrit ses bras et Sophie s'y précipita, savourant l'étreinte rassurante de son père. « Tu es bien trop courageuse pour ton âge », murmura-t-il dans ses cheveux. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sophie ne parvint pas à trouver le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Tonnerre, sa beauté sauvage, sa peur et ce moment magique où il avait accepté son toucher. Plus elle y pensait, plus elle était convaincue que l'étalon souffrait sous la garde de Marcel Dubois. Au petit matin, une décision était formée dans son esprit. Elle s'habilla silencieusement, griffonna un mot pour ses parents et sortit discrètement de la maison. Le vieux vélo de son frère aîné, maintenant parti étudier à Paris, attendait dans la grange. Il était trop grand pour elle, mais Sophie s'en accommoderait. Le soleil se levait à peine quand elle atteignit les écuries de Marcel Dubois, un domaine imposant situé à 5 kilomètres de leur modeste ferme. Des haies parfaitement taillées entouraient la propriété et un portail en fer forgé barrait l'entrée principale. Sophie savait qu'elle ne pourrait pas entrer par là. Elle contourna la propriété, cherchant une brèche dans la sécurité. Derrière, là où le terrain descendait vers un petit ruisseau, elle trouva ce qu'elle cherchait. Une section de clôture affaissée, probablement endommagée par les dernières pluies. Se faufilant à travers l'ouverture, Sophie se retrouva dans un verger abandonné qui semblait marquer la limite entre la propriété de Dubois et les terres voisines. De là, elle pouvait voir les écuries, un long bâtiment en pierre avec un toit d'ardoise impeccable. Des boxes extérieurs s'alignaient sur un côté et dans l'un d'eux, Sophie aperçut une silhouette noire familière. Tonnerre. Le cœur battant, elle s'approcha en restant dans l'ombre des arbres. Elle, étalon, était seule, sa tête dépassant de la porte de son box. Il semblait plus calme que la veille, mais Sophie pouvait voir dans sa posture une tension qui ne la quittait jamais. « Salut, beau !» murmura-t-elle en s'approchant lentement. Les oreilles de Tonnerre pivotèrent vers elle et sa tête se redressa brusquement. Pendant un instant, Sophie craignit qu'il ne la reconnaisse pas et ne s'affole, mais quelque chose dans son attitude changea subtilement. Ses naseaux frémirent, comme s'ils captaient son odeur, et un hennissement doux échappa de sa gorge. « Tu te souviens de moi ?» sourit Sophie, s'avançant maintenant à découvert. Elle atteignit le box et tendit la main comme la veille. Sans hésitation cette fois, Tonnerre abaissa sa tête majestueuse pour renifler sa paume. « Je savais que ce N n'était pas un hasard, » murmura-t-elle, caressant son encolure. « Nous avons un lien spécial, toi et moi. » En pleine lumière du jour, la cicatrice sur le flanc de Tonnerre était encore plus visible qu'elle ne l'avait cru. De plus, Sophie remarqua d'autres marques, des traces plus subtiles sur ses jambes, comme si on l'avait attaché trop serré, trop longtemps. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-elle doucement, la colère montant en elle. « Je me posais la même question, » dit une voix derrière elle. Sophie sursauta violemment et se retourna, son cœur battant à tout rompre. Devant elle se tenait une jeune femme d'une vingtaine d'années, vêtue d'une tenue de équitation impeccable.
Ses cheveux auburn étaient tirés en une queue de cheval serrée, et ses yeux verts, elle, étudiaient avec une curiosité non dissimulée. Je suis désolé, balbutia Sophie, cherchant frénétiquement une excuse plausible. Je ne voulais pas t'introduire par effraction dans une propriété privée, compléta la jeune femme, haussant un sourcil. Elle s'approcha de quelques pas, mais s'arrêta à une distance respectueuse de Tonnerre. C'est étrange, tu ne trouves pas? Hier, tu domptes un cheval que personne ne peut approcher, et aujourd'hui, je te retrouve en train de lui parler comme à un vieil ami. Sophie se raidit, prête à fuir. Vous allez appeler Monsieur Dubois? La jeune femme l'observa un moment, puis un sourire inattendu éclaira son visage. Je devrais, n'est-ce pas? Mais non, je ne vais pas le faire. Elle tendit la main. Camille Laurent, je suis la nièce de Marcel et sa vétérinaire équine, malgré moi. Hésitante, Sophie serra la main offerte. Sophie Moreau. La petite fille d'Henri Moreau, acquiesça Camille. Oui, j'ai entendu parler de toi. Toute la région ne parle que de ça depuis hier. Sophie rougit légèrement. L'idée que son exploit se soit répandu aussi vite la mettait mal à l'aise. Camille s'approcha du box et observa Tonnerre avec un regard professionnel. Elle et Talon, qui était montré si docile avec Sophie, recula légèrement, les oreilles aplaties. « Incroyable !» murmura Camille. « Il ne me laisse jamais l'approcher sans se débattre. J'ai dû le sédater la dernière fois que j'ai soigné sa blessure. » Elle se tourna vers Sophie, une nouvelle gravité dans ses yeux. « Oh, comment fais-tu » Sophie haussa les épaules, incapable d'expliquer ce dont qu'elle-même comprenait à peine. « Je ne sais pas vraiment. Grand-père disait que certaines personnes naissent avec une connexion spéciale aux animaux, que c'est dans notre sang, dans notre façon de respirer, de nous tenir. » Camille hocha lentement la tête. Henri Moreau était un homme sage. « J'ai entendu des histoires sur lui quand j'y étais enfant. » Elle hésita, puis demanda abruptement. « Pourquoi es-tu revenue, Sophie? Tu as gagné ton pari, tu as ton argent. Qu'est-ce qui t'amène ici à l'aube, risquant d'être accusée d'intrusion ?» La question était directe, presque accusatoire, mais il y avait dans le ton de Camille une sincérité qui poussa Sophie à répondre honnêtement. « Je m'inquiète pour lui, dit-elle, caressant doucement le chanfrein de Tonnerre. Ces cicatrices, quelqu'un lui a fait du mal, n'est-ce pas ?» Une ombre passa sur le visage de Camille. Elle jeta un regard nerveux par-dessus son épaule, comme si elle craignait d'être entendue. « Viens, dit-elle finalement, prenant Sophie par le bras. « Nous ne devrions pas parler ici. » Elle entraîna la jeune fille vers un petit bâtiment à elle, écart des écuries principales. Une sorte d'infirmerie vétérinaire, à en juger par l'équipement visible à travers la porte entr'ouverte. Une fois à l'intérieur, Camille ferma soigneusement la porte et se tourna vers Sophie, son visage marqué par une décision difficile. « Ce que je vais te dire doit rester entre nous, compris ?» dit-elle avec une intensité qui surprit Sophie. « Mon oncle n'est pas le plus éthique des marchands de chevaux. Tonnerre est arrivé ici il y a 6 mois, importé d'Espagne. Il était déjà traumatisé, probablement par un dressage brutal. Mais au lieu de lui donner le temps et les soins dont il avait besoin, Marcel a insisté pour le briser rapidement. « Briser ?» répéta Sophie, un frisson parcourant son échine. « C'est une méthode de dressage cruelle, » expliqua Camille, le dégoût évident dans sa voix. « On épuise le cheval, on le prive de nourriture, parfois même d'eau, jusqu'à ce qu'il se soumette par désespoir, sauf que Tonnerre ne s'est jamais soumis. » Plus Marcel s'acharnait, plus il devenait sauvage. Sophie sentit la colère monter en elle. « C'est de la maltraitance. Pourquoi n'avez-vous rien fait ?» Camille soupira, la culpabilité se lisant sur son visage. « J'ai essayé. J'ai menacé de signaler mon oncle aux autorités. Mais Marcel disons qu'il a des moyens de pression sur moi. » Elle se détourna un instant. « Je suis tout ce qui reste à ma mère malade. Et mon oncle finance ses soins médicaux. Si je le dénonce... » Sophie comprit immédiatement le dilemme. «
N'avait-elle pas elle-même accepté de risquer sa vie pour l'argent nécessaire à l'opération de son père? Je fais ce que je peux, poursuivit Camille. Je soigne Tonnerre quand mon oncle n'est pas là. J'essaie d'adoucir son traitement. Mais c'est insuffisant. Elle se tourna vers Sophie, une lueur d'espoir dans les yeux. Puis tu es arrivée hier et pour la première fois, j'ai vu une chance. Une chance? Répéta Sophie, confuse. Mon oncle est furieux que tu aies réussi là où il a échoué. Mais il est aussi intrigué et avide. Je l'ai entendu au téléphone hier soir. Il pense qu'avec toi, il pourrait enfin dompter Tonnerre et le vendre au prix fort. Sophie sentit un nœud se former dans son estomac. Je ne l'aiderai jamais à maltraiter Tonnerre. Bien sûr que non, acquiesça Camille. Mais cela nous donne une opportunité. Si tu acceptes de travailler avec Tonnerre sous ma supervision officielle, je pourrais convaincre mon oncle de te laisser utiliser des méthodes plus douces. Sophie réfléchit intensément. C était risqué et ses parents seraient furieux qu'elle s'implique davantage. Mais l'alternative était de laisser Tonnerre aux mains de Marcel Dubois, à la merci de ses méthodes cruelles. Je ne sais pas, hésita-t-elle. Mes parents ne voudront jamais. Le bruit d'une voiture approchant sur le gravier interrompit leur conversation. Par la petite fenêtre de l'infirmerie, elles aperçurent la Jaguar noire de Marcel Dubois franchissant le portail principal. « Il est en avance », murmura Camille, soudain pâle. « Tu dois partir, maintenant. Utilise le chemin par lequel tu es venu. » Sophie hésita encore. « Et Tonnerre ? Je vais y réfléchir, » promit Camille en la poussant vers la porte arrière. « Retrouve-moi demain, même heure, même endroit. » Et Sophie, ajouta-t-elle en serrant le bras de la jeune fille, sois prudente. Mon oncle peut se montrer dangereux quand ses intérêts sont menacés. Sophie hocha la tête et S élança vers le verger, se faufilant entre les arbres. Alors qu'elle atteignait la clôture endommagée, elle entendit la voix forte de Marcel Dubois résonner dans la cour des écuries. « Camille, où est passé ce maudit vétérinaire que tu as appelé ?» Tonnerre doit être présentable pour la visite du comte de Montclair cet après-midi. Le cœur lourd, Sophie se glissa sous la clôture et récupéra son vélo caché dans les buissons. Sur le chemin du retour, une seule pensée occupait son esprit. Elle devait sauver Tonnerre, quoi qu'il en coûte. Lorsque Sophie franchit la porte de la ferme familiale, elle savait déjà qu'une tempête l'attendait. Ses parents étaient assis à la table de la cuisine, son mot d'excuse froissé entre les mains de son père. Le soulagement qui traversa leur visage à sa vue fut rapidement remplacé par une colère mêlée d'inquiétude. « Où étais-tu passé ?» demanda Pierre, sa voix tremblant légèrement. « Ta mère était sur le point d'appeler la gendarmerie. » Sophie baissa les yeux, incapable de soutenir leurs regards accusateurs. « J'avais besoin de prendre l'air. » De réfléchir. Ne nous mens pas, intervint Mathilde, ses traits tirés par l'angoisse. Tu sens, elle, écurie à plein nez. Tu es retourné là-bas, n'est-ce pas? Chez ce Dubois. Le silence de Sophie fut une réponse suffisante. Pierre frappa la table de sa main, faisant sursauter sa fille. Tu te rends compte de ce que tu as fait? T'introduire chez quelqu'un sans permission, c'est de la violation de propriété, Sophie. Si Dubois avait porté plainte, il ne sait pas que j'y étais, se défendit Sophie, avant de se mordre la lèvre, réalisant qu'elle venait d'avouer. Mathilde se leva, s'approchant de sa fille pour poser ses mains sur ses épaules. « Sophie, ma chérie, je comprends que tu te sois attachée à ce cheval, mais il ne t'appartient pas. Tu ne peux pas risquer notre famille pour lui. »« Il souffre, maman, » dit Sophie, les larmes aux yeux. Dubois le maltraite. Il essaie de le briser. Pierre et Mathilde échangèrent un regard lourd de sens. Ils connaissaient les méthodes brutales employées par certains dresseurs. « Je suis désolé pour ce cheval, » dit doucement Mathilde. « Vraiment. Mais que pouvons-nous y faire? Nous ne sommes pas en position de... » « Sa nièce veut m'aider, » l'interrompit Sophie, saisissant cette lueur d'espoir. « Camille, elle est vétérinaire. »
Elle dit que si je travaille avec Tonnerre, elle pourra convaincre son oncle d'arrêter les mauvais traitements. Le visage de Pierre s'assombrit davantage. « Tu as parlé à quelqu'un là-bas ? Sophie, c'est encore pire, si cette femme te tendait un piège. » Non, Camille déteste les méthodes de son oncle. Elle veut aider Tonnerre autant que moi, mais elle a besoin de mon don avec les chevaux. « Ton don ?» répéta Pierre avec une pointe d'amertume. « Ce don qui te pousse à risquer ta vie et ta liberté pour un animal que tu connais à peine. » Le ton de son père blessa Sophie plus qu'elle ne voulait l'admettre. Toute sa vie, elle avait été fière de cette connexion spéciale avec les animaux, de cet héritage de son grand-père. Maintenant, son propre père en parlait comme d'une malédiction. « Grand-père aurait compris », murmura-t-elle. Le visage de Pierre se radoucit légèrement. « Ton grand-père était un homme extraordinaire, Sophie, mais même lui n'aurait pas voulu que tu te mettes en danger. » Un silence pesant s'installa dans la cuisine. Dehors, le coq chanta, rappelant à tous que la journée avançait inexorablement. « J'ai pris rendez-vous pour ton opération », dit finalement Mathilde, changeant délibérément de sujet. « Le docteur Fournier peut te voir la semaine prochaine. » Les 5 000 € couvriront presque tous les frais. Pierre hocha la tête, mais son regard restait fixé sur sa fille. « Sophie, dit-il doucement, tu nous as offert une chance que nous n'aurions jamais eue sans toi. Mais maintenant, tu dois nous promettre de rester loin de Dubois et de son cheval. C'est trop dangereux. » Sophie voulait protester, argumenter, mais le visage fatigué de son père, les cernes sous les yeux de sa mère, l'arrêtèrent. Ils avaient déjà tant souffert, tant sacrifié. « Je promets, » dit-elle finalement, sachant au fond d'elle-même que cesser était un mensonge. Le reste de la journée passa dans une routine tendue. Sophie aida aux tâches de la ferme, nourrit leurs 2 vieux chevaux de trait, Pistache et Noisette, et tenta de se concentrer sur ses devoirs d'été. Mais son esprit revenait sans cesse à Tonnerre, à sa promesse à Camille, et à la menace de la visite du comte de Montclair. Que se passerait-il si le comte achetait Tonnerre? L'emmènerait-il loin, peut-être à l'étranger? Ou pire, s'il ne parvenait pas à le dompter, l'enverrait-il à l'abattoir comme tant de chevaux difficiles? Le soir venu, après un dîner silencieux, Sophie monta dans sa chambre et s'assit près de la fenêtre, observant les étoiles qui commençaient à apparaître. Près de son lit, sur une étagère usée, trônait une vieille photo encadrée de son grand-père. Henri Moreau a 20 ans, monté sur un magnifique étalon blanc, l'homme et la bête semblant ne former qu'un seul être en parfaite harmonie. « Que ferais-tu, grand-père » murmura-t-elle à la photo. Et comment peut-on choisir entre sa famille et ce qui est juste? Comme en réponse à sa question silencieuse, Sophie entendit des voix élevées du rez-de-chaussée, ses parents qui discutaient dans la cuisine. Poussée par la curiosité, elle s'approcha de sa porte entr'ouverte. « Ne pouvons pas simplement l'ignorer, » disait sa mère. « Tu as vu son visage, Pierre, c'est la fille d'Henri. Elle a cette même passion, cette même obstination. Et regarde où ça a mené mon père, » répondit Pierre, sa voix teintée d'une vieille douleur. « À vivre toute sa vie pour les chevaux, à sacrifier tant pour eux. Je ne veux pas ça pour Sophie. Ce n'est pas à nous de choisir qui elle devient, » dit doucement Mathilde. « Et si ce cheval est vraiment maltraité, que veux-tu qu'on fasse? Acheter l'animal? Avec quel argent? » « Celui de mon opération ?» Le silence qui suivit était éloquent. Sophie S. éloigna de la porte, son cœur lourd. Voilà donc le dilemme, l'opération de son père ou le sauvetage de Tonnerre. Comment pourrait-elle jamais faire un tel choix? Elle s'allongea sur son lit, fixant le plafond dans l'obscurité grandissante. Une idée commençait à se former dans son esprit, une idée folle, risquée, mais peut-être la seule solution. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève complètement, Sophie était de retour sur le vieux vélo, pédalant vers les écuries du bois. Cette fois, cependant, elle n'emprunta pas le chemin du verger.
Au lieu de cela, elle se dirigea vers l'entrée principale où le portail en fer forgé brillait dans la lumière dorée de l'aube. Camille l'attendait comme promis, mais son visage portait les traces d'une nuit sans sommeil et d'une inquiétude profonde. « Sophie, dit-elle en ouvrant le petit portillon latéral, je ne pensais pas que tu reviendrais, pas après ce que je t'ai dit sur mon oncle. Je devais venir, répondit simplement Sophie. Comment va Tonnerre? Le visage de Camille s'assombrit davantage. Pas bien. Le comte de Montclair est venu hier. Il a été impressionné par Tonnerre, malgré son caractère. Il a offert une somme considérable. Sophie sentit son sang se glacer. Dubois a accepté? Pas encore, mais il est tenté. Le comte possède un grand haras en Provence. Il cherche des étalons de race pour son programme d'élevage. Quand doit-il prendre sa décision? D'ici une semaine, répondit Camille. Mon oncle veut d'abord essayer de préparer Tonnerre pour justifier le prix demandé. Elle hésita, puis ajouta « Il veut te voir, Sophie. Il m'a demandé de te contacter. Il propose de te payer pour travailler avec elle étalon. » Sophie N n'était pas surprise. C'était exactement ce qu'elle avait espéré et redouté. « Combien ?» demanda-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne s'y attendait. Camille parut décontenancée par cette question directe. « À 3 000 € pour une semaine de travail, c'est beaucoup pour quelqu'un de ton âge. » C était effectivement une somme considérable, presque autant que ce qu'il manquait pour couvrir entièrement l'opération de son père. « J'accepte, » dit Sophie sans hésitation. « Mais à mes conditions. » Marcel Dubois attendait dans son bureau, un espace ostentatoire aux murs couverts de trophées équestres et de photographies de lui serrant la main de personnalités importantes. Quand Camille introduisit Sophie dans la pièce, il se leva, arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ah, la petite prodige !» dit-il en les évaluant du regard. « Je me demandais si tu accepterais mon invitation. » Sophie avança d'un pas assuré, bien que son cœur battait la chamade. Elle avait répété mentalement cette confrontation toute la nuit et savait que montrer la moindre faiblesse serait une erreur fatale. « J'accepte votre offre, monsieur Dubois, » dit-elle clairement, « mais j'ai des conditions. » Un éclair d'irritation traversa le visage de l'homme, rapidement masqué par un rire condescendant. « Des conditions? Tu as 12 ans, ma petite. Tu n'es pas en position de... Je suis la seule personne que Tonnerre accepte d'approcher. » L'interrompit Sophie avec une assurance qui surprit même Camille. « Si vous voulez que je travaille avec lui, ce sera selon mes règles. » Dubois se rassit lentement, ses doigts pianotant sur le bureau en acajou. « Je t'écoute. Premièrement, plus de mauvais traitements. Pas de cravache, pas de mort sévère, pas de privation de nourriture ou d'eau. Tonnerre doit être traité avec respect. » Dubois fit un geste vague de la main. « Bien sûr, bien sûr. Deuxièmement, poursuivit Sophie, je veux que Camille soit présente à chaque séance. En tant que vétérinaire, elle veillera à ce que Tonnerre ne soit pas stressé ou blessé. » Un regard passa entre l'oncle et la nièce, chargé d'une tension que Sophie ne comprit pas entièrement. « Ma nièce a d'autres responsabilités, » commença Dubois. « C'est ma deuxième condition, » insista Sophie, « non négociable. » Après un moment de silence pesant, Dubois acquiesça à contre-cœur. « Très bien, quoi d'autre? » Troisièmement, je veux un contrat écrit. 3 000 € pour une semaine de travail, payé d'avance. Cette demande sembla amuser Dubois. Tu es une dure négociatrice pour ton âge. Il ouvrit un tiroir et en sortit un document déjà préparé. J'ai anticipé ta venue. Tout est là, y compris le paiement anticipé. Sophie parcourut rapidement le contrat, reconnaissante pour les nombreuses heures passées à aider son père avec la paperasse de la ferme. Le document semblait en ordre, mais une clause attira son attention. Si le cheval est vendu dans les 6 mois suivant cette intervention, un bonus de 5% du prix de vente sera versé au dresseur, lut-elle à haute voix. Une simple formalité,
expliqua Dubois avec un sourire qui ressemblait davantage à une grimace. Le comte de Montclair est très intéressé. Si Tonnerre devient docile grâce à toi, la vente pourrait atteindre les 50 000 €. Sophie fit rapidement le calcul mental. Un bonus potentiel de 2 500 €, en plus des 3 000 € du contrat. Suffisamment pour couvrir entièrement l'opération de son père, avec une marge pour les soins post-opératoires. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Pour sauver Tonnerre, elle devait le rendre vendable. Mais peut-être existait-il une autre solution, un plan qu'elle commençait à entrevoir. Une dernière chose, dit-elle, levant les yeux du contrat. Je veux travailler avec Tonnerre à ma façon. Pas d'interférence, pas de conseils non sollicités. Dubois la fixa longuement, comme s'il essayait de lire ses pensées. Très bien, concéda-t-il finalement. Mais je veux des résultats visibles d'ici la fin de la semaine, quand le comte reviendra. Sophie signa le contrat, sa signature enfantine semblant déplacée sur le document officiel. Dubois signa à son tour, puis lui tendit une enveloppe contenant les 3 000 € en liquide. « Tu commences aujourd'hui », déclara-t-il en se levant. « Camille te montrera où trouver l'équipement dont tu auras besoin. » Une fois Dubois sorti, Camille se tourna vers Sophie, l'inquiétude évidente sur son visage. « Tu joues un jeu dangereux », murmura-t-elle. « Mon oncle n'est pas du genre à accepter d'être manipulé, surtout par une enfant. Je ne joue pas, » répondit Sophie en rangeant soigneusement l'enveloppe. « Je sauve Tonnerre !» Cette première journée avec elle et Talon fut consacrée uniquement à renforcer leurs liens. Sophie passa des heures simplement assise dans son box, lui parlant doucement, lui racontant des histoires de sa ferme, de pistaches et noisettes, de son grand-père. Tonnerre, initialement méfiant dans ce nouvel arrangement, finit par se détendre, allant même jusqu'à poser sa tête massive sur les genoux de Sophie à un moment donné. « C'est incroyable !» murmura Camille, qui observait depuis la porte du box. « Je n'ai jamais vu une connexion pareille s'établir aussi rapidement. »« Ce n'est pas rapide », corrigea Sophie en caressant l'encolure de elle et Talon. « Cette connexion existait déjà, nous la redécouvrons simplement. » Quand le soleil commença à décliner, Sophie dut rentrer chez elle, son cœur déchiré à l'idée de laisser Tonnerre. « Je reviendrai demain », promit-elle en pressant son front contre celui de l'étalon. À la ferme, elle trouva ses parents dans la cuisine, leur visage grave lui indiquant immédiatement qu'ils savaient. « Le directeur de l'école a appelé », dit Pierre sans préambule. « Il t'a vu entrer chez Dubois ce matin. » Sophie sortit l'enveloppe de son sac et la posa sur la table. « J'ai accepté un travail », annonça-t-elle. « 3 000 € pour une semaine. De quoi couvrir le reste des frais médicaux et les soins post-opératoires. » Ses parents fixèrent l'enveloppe, puis leur fille, stupéfaits. « Sophie, nous t'avions dit, » commença Mathilde. « Je sais, » l'interrompit Sophie. « Mais je devais le faire, pour papa et pour Tonnerre. »« Pour Tonnerre, » répéta Pierre, une note de résignation dans la voix. « Tu es bien la petite fille de ton grand-père. » Sophie s'approcha de lui, posant une main sur son bras. « Je sais ce que je fais, papa. Fais-moi confiance. » Ce qu'elle ne leur dit pas, était le plan qui prenait forme dans son esprit. Un plan audacieux qui pourrait sauver Tonnerre, mais qui risquait aussi de tout faire voler en éclats. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine épuisante, mais exaltante pour Sophie. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour rejoindre les écuries du bois, passant ses journées entières avec Tonnerre, ne rentrant qu'à la tombée de la nuit, éreintée mais déterminée. Au 3e jour, les progrès étaient visibles pour tous. Tonnerre, qui ne supportait auparavant la présence de personne dans son box, acceptait maintenant que Sophie lui passe un licol, le guide dans la carrière, et même qu'elle monte sur son dos pour de courtes séances. « Tu as un don extraordinaire », émerveilla Camille en observant Sophie qui brossait doucement les étalons après une séance particulièrement réussie. En 3 jours, tu as accompli ce que les meilleurs dresseurs n'ont pas réussi en 6 mois. Sophie sourit.
mais garda pour elle ce qu'elle savait être la vérité. Ce haine était pas tant son don qui opérait, mais la méthode. Là où les autres avaient tenté de briser la volonté de Tonnerre, elle cherchait à créer une alliance, un partenariat basé sur la confiance mutuelle. Mon oncle est impressionné, poursuivit Camille en vérifiant que personne ne les écoutait. Même s'il ne l'admettra jamais, il a déjà appelé le comte pour confirmer sa visite de samedi. Sophie sentit son cœur se serrer. Plus que 3 jours, avant que le comte de Montclair ne revienne, potentiellement pour acheter Tonnerre. « Camille, dit-elle doucement, s'assurant que personne d'autre ne pouvait entendre, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » La vétérinaire s'approcha, intriguée. « De quoi s'agit-il » ? « Les papiers de Tonnerre, son certificat d'origine, son livret, son pédigré. Où ton oncle les garde-t-il » Camille fronça les sourcils. « Dans son bureau, je suppose. Dans le coffre-fort, probablement. » « Pourquoi » Sophie caressa lentement l'encolure de Tonnerre, comme si elle réfléchissait à sa réponse. « J'ai juste besoin de comprendre son histoire, d'où il vient, sa lignée. Ça pourrait m'aider à mieux travailler avec lui. » Elle détestait mentir à Camille, qui s'était révélée être une véritable alliée, mais certains aspects de son plan devaient rester secrets, même pour elle. « Je peux essayer de jeter un œil », proposa Camille, hésitante. « Mais Sophie, ne fais rien d'imprudent. Mon oncle devient dangereux quand il sent qu'on menace ses affaires. » Sophie hocha simplement la tête, puis changea délibérément de sujet. « J'aimerais emmener Tonnerre en promenade demain, hors de la propriété, pour voir comment il réagit à un nouvel environnement. Je ne sais pas si mon oncle acceptera. » « Le contrat stipule que je travaille à ma façon, » rappela Sophie. « Une promenade en extérieur est essentielle pour préparer Tonnerre à son nouveau propriétaire, non ?» Camille soupira, reconnaissant la logique de l'argument. « Je lui en parlerai, mais je devrais vous accompagner. »« Bien sûr, » acquiesça Sophie, dissimulant soigneusement le soulagement qui l'envahissait. Était exactement ce qu'elle espérait. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Sophie trouva son père assis sur le porche, l'attendant. Son visage était plus détendu qu'elle ne l'avait vu depuis longtemps, et elle savait pourquoi. Grâce à l'argent du contrat, son opération était maintenant programmée pour la semaine suivante. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il alors qu'elle s'asseyait à côté de lui. « Bien, » répondit-elle simplement. « Tonnerre fait des progrès. » Pierre étudia sa fille, sentant qu'elle ne disait pas tout. « Sophie, je te connais. Tu prépares quelque chose, n'est-ce pas ?» Elle détourna le regard, fixant l'horizon où le soleil disparaissait derrière les collines. « Papa, tu te souviens de cette histoire que grand-père me racontait, celle du cheval sauvage qui ne pouvait être capturé ?» Pierre sourit, les souvenirs affleurant, les souvenirs. « Celui que personne ne pouvait attraper, sauf ton grand-père, parce qu'au lieu d'essayer de le capturer, il lui a offert la liberté de choisir ?» « Exactement, » dit Sophie, une lueur nouvelle dans ses yeux. Grand-père disait toujours que la plus grande preuve d'amour qu'on puisse offrir, c'est la liberté. Son père la dévisagea longuement, commençant à comprendre. « Sophie, quoi que tu planifies, sois prudente. Les gens comme Dubois ne jouent pas selon les mêmes règles que nous. » Elle serra la main rugueuse de son père. « Je sais, c'est pourquoi je dois être plus intelligente que lui. » Cette nuit-là, dans sa chambre, Sophie finalisa son plan. Sur son bureau étalaient des cartes de la région, des horaires de train soigneusement annotés et une brochure qu'elle avait trouvée par hasard dans la bibliothèque municipale. Sanctuaire équin de Bellevue, un refuge pour chevaux maltraités et abandonnés. Le sanctuaire se trouvait à près de 30 kilomètres dans les collines au-delà de la forêt qui bordait la propriété de Dubois. Un voyage difficile, mais pas impossible avec les chemins forestiers qu'elle connaissait depuis l'enfance.
Sophie glissa tous les documents sous son matelas quand elle entendit sa mère monter l'escalier. Quelques instants plus tard, Mathilde entrait dans la chambre, portant une tasse de chocolat chaud. « Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de réconfort, » dit-elle, en posant la tasse sur la table de nuit. « Tu travailles si dur ces derniers jours. » Sophie sourit, touchée par cette attention. « Merci, maman. » Mathilde s'assit sur le bord du lit, passant une main dans les cheveux de sa fille. « Tu sais, quand j'ai rencontré ton père, il avait cette même lueur dans les yeux quand il parlait des chevaux. Cette passion, ce dévouement. » Elle soupira. Son père lui avait transmis ça, comme il te l'a transmis à toi. « Papa ne parle plus jamais de chevaux, » remarqua Sophie. « Pas depuis l'accident. » « L'accident a changé beaucoup de choses, » admit Mathilde, « mais pas ce qui est au fond de son cœur, ni au fond du tien. » Elle hésita, puis ajouta, « Quoi que tu décides de faire, Sophie, sache que nous serons toujours là pour toi. » Même si nous ne comprenons pas toujours tes choix, ces paroles résonnèrent profondément en Sophie, renforçant sa détermination mais ajoutant aussi un poids sur ses épaules. Elle ne risquait pas seulement sa propre sécurité dans ce plan audacieux, mais aussi la confiance de ses parents. Le lendemain matin, comme prévu, Sophie et Camille sortirent avec Tonnerre pour une promenade. Étalon, initialement nerveux de quitter le domaine familier, se détendit progressivement sous la main assurée de Sophie. « C'est impressionnant », commenta Camille, alors qu'il suivait un sentier longeant la forêt. « Il te fait entièrement confiance. » Sophie sourit, flattant l'encolure de Tonnerre. La confiance se gagne, elle ne s'impose pas. Elles s'arrêtèrent dans une clairière pour laisser Étalon brouter. Pendant que Camille vérifiait un message sur son téléphone, Sophie scruta discrètement les environs, mémorisant les points de repère, calculant les distances, confirmant mentalement son itinéraire pour le lendemain. « Camille, » dit-elle soudain, « as-tu trouvé quelque chose sur les papiers de Tonnerre ?» La vétérinaire rangea son téléphone, son expression s'assombrissant. « J'ai jeté un œil hier soir. Sophie, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Les papiers de Tonnerre, ils sont falsifiés. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Falsifiés? Comment ça ? Mon oncle a prétendu qu'il venait d'un élevage prestigieux en Espagne, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il l'a acheté à un abattoir en Pologne. C'est probablement un cheval volé ou abandonné par son propriétaire. » Cette révélation, loin de décourager Sophie, renforça sa résolution. Si les papiers étaient faux, cela signifiait que la propriété légale de Dubois sur Tonnerre était contestable, une pièce supplémentaire qui s'ajoutait à son puzzle. « Merci de me l'avoir dit », murmura-t-elle, serrant brièvement la main de Camille. Sur le chemin du retour, elles croisèrent Marcel Dubois qui venait à leur rencontre dans sa voiture de luxe. Il s'arrêta à leur niveau, baissant sa vitre électrique. « Comment se comporte notre champion ?» demanda-t-il, étudiant Tonnerre d'un œil critique. « Parfaitement », répondit Sophie. « Il sera prêt pour la visite du comte. » Dubois hocha la tête, satisfait. « Excellent. J'ai une nouvelle qui devrait te plaire. Le comte a revu son offre à la hausse, 60 000 € s'il est convaincu par les progrès de Tonnerre. Ce qui signifie, ajouta-t-il avec un sourire calculateur, un bonus de 3 000 € pour toi, petite. » Sophie maintint son visage impassible, bien que son estomac se nouait. « C'est généreux, n'est-ce pas ?» Dubois redémarra son moteur. « N'oublie pas, demain est la répétition générale. Je veux voir exactement ce que tu présenteras au comte samedi. » Alors que la voiture S éloignait, Camille se tourna vers Sophie, l'inquiétude évidente sur son visage. « Mon oncle n'est jamais généreux sans raison. Il sent que quelque chose se prépare. » Sophie caressa doucement le chanfrein de Tonnerre, sentant sous ses doigts le souffle chaud et régulier de l'animal. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle avec une assurance qu'elle ne ressentait qu'à moitié. « Tout ira bien. » Ce qu'elle ne dit pas, c'est que cette nuit-là, quand tout le monde dormirait, elle mettrait en œuvre la phase finale de son plan.
Un plan qui pourrait soit sauver Tonnerre, soit les condamner tous les deux. Minuit sonna à la vieille horloge du salon quand Sophie, entièrement habillée et le cœur battant, se glissa hors de sa chambre. Elle avait attendu que la maison s'endorme complètement, que la respiration de ses parents devienne profonde et régulière. Dans son sac à dos, elle avait emballé le strict nécessaire, une lampe torche, une gourde d'eau, quelques pommes pour Tonnerre, une carte de la région et tous ses économies, à peine 100 € amassés au fil des années. Sur son bureau, elle avait laissé une lettre expliquant son geste, demandant pardon pour l'inquiétude qu'elle allait causer, mais réaffirmant sa conviction que ce qu'elle faisait était juste et nécessaire. L'enveloppe contenant le bonus potentiel de la vente y était également, avec une note indiquant qu'il devait servir à l'opération de son père, quel que soit son sort à elle. L'escalier grinça sous son poids, la faisant figer sur place. Mais aucun bruit ne vint du premier étage. Elle traversa la cuisine sur la pointe des pieds, sortit par la porte arrière et se dirigea vers la grange où attendait sa fidèle bicyclette. La nuit était claire. La lune presque pleine, illuminant la campagne d'une lueur argentée qui transformait le paysage familier en un monde mystérieux et étranger. Dans ce décor surréaliste, la mission de Sophie semblait à la fois folle et parfaitement naturelle, comme si le destin l'avait préparée à ce moment précis. Le trajet jusqu'aux écuries du bois prit moins de temps que d'habitude, porté par l'urgence et l'adrénaline. Sophie évita l'entrée principale, optant pour le même passage dans la clôture qu'elle avait utilisée lors de sa première visite clandestine. Cette fois, cependant, elle avait un plan beaucoup plus audacieux. Abandonnant son vélo caché dans les buissons, elle s'approcha des écuries en rasant les murs, tous ses sens en alerte. Le domaine semblait endormi, seules quelques lumières brillaient encore dans le bâtiment principal. Le silence haine était interrompu que par le ululement occasionnel d'une chouette et le hennissement lointain d'un cheval. Arrivée près du box de Tonnerre, Sophie s'arrêta net. Quelque chose n'allait pas. Habituellement, les écuries étaient plongées dans l'obscurité à cette heure, mais une faible lumière filtrait sous la porte principale, et plus inquiétante encore, elle distinguait des voix étouffées provenant de l'intérieur. Se plaquant contre le mur extérieur, elle tendit l'oreille, essayant de comprendre ce qui se passait. « Pas confiance en cette gamine », disait une voix qu'elle reconnut comme celle de Marcel Dubois. Elle a ce même regard que son grand-père, trop idéaliste, trop obstiné. « Tu es paranoïaque, oncle Marcel », répondit Camille. « Elle veut juste aider le cheval. Aide ou pas, Tonnerre part demain matin, trancha Dubois. J'ai appelé le comte. Il envoie ses hommes le chercher à l'aube. Je ne prendrai pas le risque d'attendre jusqu'à samedi. » Le cœur de Sophie manqua un battement. Demain matin, elle n'avait plus de temps. « Tu n'as pas le droit », protesta Camille. « Le contrat stipule… »« Au diable le contrat !» l'interrompit Dubois. « 60 000 €, Camille. Assez pour couvrir toutes nos dettes et les soins de ta mère pendant 1 an. Tu préférerais peut-être que je vende la propriété ? Que ta mère finisse dans un hospice public ?» Un silence pesant suivit cette menace, à peine voilée. Sophie comprit alors que Camille était aussi piégée qu'elle-même, chacune à sa manière prise dans les filets des manipulations de Dubois. « Je reste ici cette nuit », annonça finalement Dubois. « Auguste fera des rondes toutes les heures. Personne n'approchera Tonnerre avant l'arrivée des hommes du comte. » Sophie se recroquevilla dans l'ombre, son esprit tournant à toute vitesse. Son plan initial, entrer discrètement, libérer Tonnerre et disparaître dans la nuit, venait de voler en éclats. Comment pourrait-elle s'approcher du box avec Dubois et son homme de main montant la garde? Elle était sur le point de battre en retraite pour reconsidérer ses options quand la porte des écuries s'ouvrit, projetant un rectangle de lumière sur le sol. Sophie se figea, retenant son souffle. Camille sortit, suivi de Dubois qui verrouilla soigneusement la porte derrière lui. Sophie les observa s'éloigner vers la maison principale,
Dubois gardant une main possessive sur l'épaule de sa nièce. Une fois qu'ils eurent disparu de vue, Sophie s'approcha de la porte des écuries. Comme elle le craignait, elle était solidement verrouillée. Les fenêtres étaient trop petites pour qu'elle puisse s'y faufiler et les murs trop hauts pour être escaladés. La panique commençait à monter en elle quand un léger bruit attira son attention. Un bruissement de pas sur le gravier, s'approchant rapidement. Sophie se précipita derrière un tas de foin, se faisant aussi petite que possible. « Sophie !» appela une voix douce. « Camille !» Méfiante, Sophie resta immobile. « Sophie, je sais que tu es là !» insista Camille, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai vu ton vélo dans les buissons. Sors, vite, avant qu'Auguste ne commence sa ronde. » Lentement, Sophie émergea de sa cachette. « Comment as-tu su que je viendrais ?» Un sourire triste passa sur le visage de Camille. « Parce que c'est ce que j'aurais fait à ta place. » Elle sortit un trousseau de clés de sa poche. « Mon oncle a peut-être la clé principale, mais j'ai un double de la porte arrière. C'est notre seule chance. » Sophie hésita, incertaine de pouvoir faire confiance à Camille, malgré tout ce qu'elles avaient partagé. « Pourquoi m'aiderais-tu » ? « Tu as entendu ton oncle. L'argent de la vente paiera les soins de ta mère. » Le visage de Camille se durcit. « Ma mère n'aurait jamais voulu que je sacrifie mes principes pour elle, et je ne peux plus ignorer les méthodes de mon oncle. » Elle tendit la main. « Viens, nous n'avons que quelques minutes. » Sophie saisit la main tendue, scellant leur alliance improbable. Ensemble, elles contournèrent le bâtiment jusqu'à une petite porte dérobée que Camille déverrouilla avec des gestes rapides et précis. À l'intérieur, l'écurie était plongée dans une semi-obscurité, quelques veilleuses diffusant une lumière tamisée. Tonnerre s'agita dans son box en sentant leur présence, un hennissement doux s'échappant de ses naseaux comme s'il reconnaissait Sophie. « Chut, mon beau !» murmura-t-elle en s'approchant. « On va sortir d'ici !» Ses doigts tremblants eurent du mal à défaire le loquet du box, mais finalement, la porte s'ouvrit. Tonnerre s'avança, pressant sa tête contre l'épaule de Sophie dans un geste de confiance absolue qui lui serra le cœur. « Pas de sel !» chuchota Camille, lui tendant un simple licol. « Tu devras monter accru. » Sophie acquiesça, passant délicatement le licol sur la tête de Tonnerre. Et les talons se laissa faire docilement, comme s'il comprenait l'urgence de la situation. Soudain, des pas lourds résonnèrent à l'extérieur, suivis du cliquetis d'une clé dans la serrure de la porte principale. « Auguste !» souffla Camille, la panique déformant ses traits. « Il est en avance. » Sophie échangea un regard alarmé avec elle. Le temps des précautions était révolu. Maintenant, C était une course contre la montre. « Par ici !» souffla Camille, entraînant Sophie et Tonnerre vers l'arrière de l'écurie. « Il y a une sortie pour les fourgons de transport. » Les grandes portes coulissantes étaient verrouillées par une chaîne et un cadenas, mais Camille avait déjà la clé en main. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle la laissa tomber, le tintement métallique résonnant comme un coup de feu dans le silence tendu. « Qui est là ?» La voix bourrue d'Auguste était toute proche maintenant, accompagnée du faisceau d'une lampe torche balayant l'allée centrale. Sophie ramassa précipitamment la clé et la plongea dans le cadenas pendant que Camille maintenait Tonnerre calme, une main sur ses naseaux. Le mécanisme céda enfin, la chaîne glissant avec un cliquetis étouffé. « J'ai dit, qui est là ?» Auguste apparut à l'extrémité de l'allée, sa silhouette massive se détachant contre la lumière. « Mademoiselle Camille, qu'est-ce que vous faites avec ce cheval ?»« Maintenant ?» cria Camille, poussant Sophie vers l'ouverture. Dans un mouvement fluide né de l'instinct et de la nécessité, Sophie S. élança, s'agrippant à la crinière de Tonnerre pour se hisser sur son dos. Elle étalon, sentant l'urgence, bondit en avant, franchissant les portes maintenant ouvertes. « Arrêtez-les !» rugit Auguste. « Monsieur Dubois, à l'aide !»
Sophie se pencha sur l'encolure de Tonnerre, son cœur battant à l'unisson avec celui du cheval. « Cours, mon beau », murmura-t-elle à son oreille, « cours pour ta liberté. » Comme s'il comprenait chaque mot, Tonnerre accéléra, ses sabots puissants frappant le sol avec une détermination farouche. Derrière eux, des cris et des lumières indiquaient que l'alarme était donnée. Sophie jeta un regard en arrière, juste à temps pour voir Camille retenir Auguste, lui bloquant délibérément le passage. « Merci », souffla-t-elle, sachant que ce geste coûterait cher à la jeune vétérinaire. La nuit les enveloppa alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, suivant les sentiers que Sophie avait mémorisés. La lune, complice silencieuse, guidait leur fuite à travers les ombres. Tonnerre galopait comme si toute une vie de contraintes se libérait enfin dans chaque foulée, puissant et majestueux dans sa nouvelle liberté. Ils atteignirent la première clairière, puis la seconde, s'éloignant toujours plus du domaine du bois. Les bruits de poursuite s'estompèrent progressivement, remplacés par le silence profond de la forêt nocturne. Après ce qui sembla une éternité, Sophie aperçut enfin les lumières du sanctuaire de Bellevue, scintillant dans la vallée en contrebas. Sa gorge se serra d'émotion. Ils avaient réussi. Madame Leclerc, la directrice du sanctuaire, fut réveillée par leur coup à la porte. Âgée d'une 60aine d'années, le visage marqué par des décennies passées à défendre les animaux maltraités, elle écouta l'histoire de Sophie sans l'interrompre, son regard passant régulièrement de la jeune fille à elle étalon noir qui attendait patiemment dans la cour. « Tu as pris un risque énorme, petite, » dit-elle finalement. « Dubois n'est pas homme à pardonner. »« Je sais, » répondit Sophie, épuisée mais déterminée. « Mais je ne pouvais pas le laisser souffrir, pas quand j'avais le pouvoir de l'aider. » Madame Leclerc hocha lentement la tête. « Ton grand-père aurait fait la même chose. » Devant l'expression surprise de Sophie, elle sourit. « Henri Moreau et moi étions amis. Il y a longtemps, il m'a aidé à fonder ce sanctuaire. » Cette révélation frappa Sophie comme une évidence. Bien sûr que son grand-père était lié à cet endroit. C'était comme si tous les fils de son destin convergeaient vers ce moment. « Je vais appeler tes parents, » décida Madame Leclerc, « et ensuite, nous aviserons pour Tonnerre. » L'aube pointait à peine quand la vieille Renaud de Pierre et Mathilde franchit le portail du sanctuaire. Sophie, qui attendait dans la cour près de Tonnerre, sentit son cœur se serrer d'appréhension. Comment pourrait-il comprendre ce qu'elle avait fait? Son père descendit le premier, s'appuyant lourdement sur sa canne. Son visage était marqué par l'inquiétude et la fatigue d'une nuit blanche, mais quelque chose d'autre brillait dans ses yeux, une émotion que Sophie n'y avait pas vue depuis longtemps. « Papa, je... » commença-t-elle. Pierre leva une main pour l'interrompre. En silence, il s'approcha de Tonnerre, qui observait ce nouvel arrivant avec curiosité mais sans crainte. L'homme et le cheval, étudièrent mutuellement pendant un long moment. « Il te ressemble, » dit finalement Pierre, se tournant vers sa fille. « Cette même obstination dans le regard, cette même loyauté. »« Tu n'es pas fâché ?» demanda Sophie, incrédule. Son père secoua la tête. « Je l'ai été quand nous avons trouvé ta lettre. Puis j'ai réalisé que tu faisais exactement ce que ton grand-père m'avait appris, suivre ton cœur, défendre ce qui est juste. » Il posa une main sur l'épaule de sa fille. « Comment pourrais-je être en colère contre ça ?» Mathilde les rejoignit, enveloppant Sophie dans une étreinte féroce. « Ne nous refais jamais une peur pareille, » murmura-t-elle. « Mais je suis fière de toi, ma courageuse. » Un véhicule apparut alors sur le chemin menant au sanctuaire, la Jaguar noire de Marcel Dubois, suivie d'une voiture de gendarmerie. « Il a porté plainte pour vol, » expliqua Pierre, son visage s'assombrissant. « Ouais, mais Madame Leclerc a quelques atouts dans sa manche. » Effectivement, quand Dubois descendit de voiture, fulminant de rage, il fut immédiatement confronté non seulement à Madame Leclerc, mais aussi à un homme en costume qu'elle présenta comme maître Fournier, avocat spécialisé en droit des animaux. « Vos papiers sont falsifiés, Monsieur Dubois, »
annonça l'avocat sans préambule. Tonnerre a été volé à son propriétaire légitime en Pologne, puis vendu illégalement. Nous avons des preuves, grâce à votre nièce. Le visage de Dubois se décomposa. Camille vous a... Elle a fait ce qui était juste, confirma Madame Leclerc, comme cette jeune fille. Elle désigna Sophie d'un geste empreint de respect. Sous les yeux ébahis de tous, l'imposant marchand de chevaux sembla soudain rapetisser, son arrogance s'effondrant face à la vérité exposée au grand jour. Les jours qui suivirent furent intenses. Grâce aux témoignages de Camille et aux preuves rassemblées par Maître Fournier, Dubois fut poursuivi pour fraude et maltraitance animale. Le comte de Montclair, apprenant le scandale, se retira promptement de l'affaire. Quant à Tonnerre, il trouva au sanctuaire de Bellevue une maison où sa force et sa beauté étaient respectées, non exploitées. Et Sophie venait chaque jour après l'école, développant avec lui un partenariat basé non sur la domination, mais sur la confiance mutuelle. « Et tu sais, » dit son père un soir, alors qu'ils observaient Sophie et Tonnerre galoper librement dans le grand pré du sanctuaire, « ton grand-père disait toujours que certains chevaux ne sont pas faits pour être possédés. Ils sont comme le vent, on peut danser avec eux, mais jamais les emprisonner. » Sophie sourit, regardant Tonnerre ralentir et venir vers elle, choisissant librement sa compagnie. Dans ce choix résidait le plus beau des triomphes, celui du cœur sur la cruauté, de la liberté sur la captivité. Et dans les yeux de l'étalon noir brillait une lumière que rien ni personne ne pourrait plus jamais éteindre.